de votre introduction. Bon, en fait, je ne voulais pas venir parce que ce n'est pas un de mes thèmes de prédilection. Parce que les indicateurs qualitatifs, chez nous, ce sont les scientifiques qui les développent et les déterminent. Et la responsable de ce service est en vacances. Voilà pourquoi vous devez vous contenter de moi. Alors, j'ai donc cette colonne qui indique le temps qui passe. Donc, je ferai attention un peu au temps qui passe. Donc, améliorer les soins grâce à la facture du médecin. Donc, peu importe que c'est le médecin qui vous l'envoie ou bien la caisse maladie, cette facture, elle est établie et elle doit être réglée. J'aimerais maintenant commencer par vous présenter un certain nombre de chiffres. Je vous propose un petit quiz. Combien de justificatifs Elsana a-t-elle traité en 2021? Rudi doit se taire. Donc il s'agissait de 24 millions. Avec une part de marché de 16 à 17%, il y a 10 ans, il s'agissait de 13 millions de factures. L'année dernière, nous en avons traité 3 millions de plus à cause du coronavirus. Donc, il faut gérer cette masse de factures. Et puis, quelle est la plus grosse somme de factures qu'Ezana a jamais réglée? Vous ne le savez pas? 10 millions. En 2022. Par rapport à 2021, c'est la facture envoyée par le canton de Genève pour les vaccinations contre le coronavirus. Donc, les assureurs sont également touchés par le coronavirus. Jusqu'à présent, c'était 1,1 million. Et maintenant, et puis les prestataires de soins vont faire ces calculs pour eux-mêmes. Question suivante. Combien de positions individuelles sont saisies sur la facture présentant le plus de positions individuelles? 10? 20? Non. 4323 positions. Nous avons reçu une facture qui comportait 4323 factures. Ce n'est pas un secret. Nous n'avons pas réglé cette facture. Nous l'avons renvoyée à l'émetteur en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Il faut respecter un certain nombre de règles qui figurent d'ailleurs dans la LAMAL et dans ses ordonnances. Merci de respecter donc ces règles. Voici quelques chiffres. Et nous avons également reçu une très longue facture. Elle mesurait 20,4 mètres de longueur. C'est en Chine que quelqu'un a rédigé cette facture, d'ailleurs manuscrite. Nous l'avons pu la dérouler depuis le 4e étage, mais nous ne savons pas si nous l'avons traitée manuellement ou électroniquement, mais nous avons réglé cette facture. Et ça, c'est notre facture actuellement, qui existe donc actuellement en Suisse, mais elle est normalisée. Donc l'entête, elle est partout la même. En bas, la structure aussi, elle est identique. On y trouve les positions du TARMED, les codes DRG. Donc, toutes les factures ressemblent à cela. L'effet, et c'est vraiment le seul mérite du TARMED, l'effet est donc qu'il a promu de la numérisation. Et c'est grâce au TARMED que nous pouvons maintenant traiter ce genre de factures. Et les grands assureurs ont un problème de masse à gérer, tout comme les grands hôpitaux d'ailleurs. Et la numérisation, elle a fait ses premiers pas, pour ainsi dire, même avant que les discussions sur le TARMED avaient commencé. Parce qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, gérer ces grands volumes. Et entre-temps, 95% des factures nous sont transmises par voie électronique ou sont scannées et numérisées. Quelques factures doivent être scannées et ensuite numérisées partiellement. Et seulement 1,3% des factures nous parviennent par courrier et sont traitées manuellement. C'est important.
parce que nous devons traiter sur un pied d'égalité tous les patients, que la facture nous parvienne par voie électronique, postale, qu'elle soit établie et envoyée directement par le médecin ou envoyée par le patient. Nous devons donc respecter un certain nombre de règles. Nous avons, au fur et à mesure, adapté, ajusté nos procédures, mais 89% des factures sont réglées et traitées électroniquement. Et 11% seulement nécessitent un examen manuel. Nous faisons donc également appel à l'intelligence artificielle. Nous appliquons plusieurs règles. Une des règles nous permet de vérifier si les consignes de la LAMA concernant les médicaments maximaux prescrits par an pour un médecin donné est dépassée ou non. Et si cette limite est dépassée, nous réduisons la somme qui est remboursée. Et donc, c'est le système qui identifie ces factures. Un être humain ne serait jamais à même d'identifier ces factures. Et voilà pourquoi nous devons continuer de développer la numérisation. Et certains assureurs sont même en train de numériser les garanties de remboursement ou de prise en charge. Donc, nous nous trouvons donc en plein développement. Et voilà pourquoi je souris toujours un tout petit peu lorsqu'on évoque le dossier électronique du patient. Donc, nous avons un certain nombre de données qui figurent sur une facture et qui sont maintenant saisies dans le système et qui figurent maintenant dans le data warehouse. Et que faisons-nous ces données? Est-ce qu'on les stocke dans un cimetière de données ou est-ce que nous mettons à profit ces données? En 2011, nous nous sommes dit, lorsque nous avons donc mis en place notre équipe spécialisée, alors nous nous sommes dit, donc, nous faisons donc un peu de recherche pour apporter plus de transparence, pour savoir ce qui se passe. Donc, au sein de ce système, nous pouvons maintenant, par exemple, calculer la prévalence du diabète. Nous pouvons trier ou distinguer les assurés en fonction de leur statut, de leur sexe, de leur franchise. Nous voyons quels sont les médicaments qu'ils se voient administrer et dans quelle fréquence. Nous savons également maintenant, grâce à ces données, comme ici par exemple, quels sont ces codes ABC. Nous savons donc quels sont les médicaments prescrits. Donc nous avons accès à toutes ces informations grâce à ces factures traitées. Et puis nous avons la liste LIMA définie par l'Office fédéral à des taux extrêmement élevés. Bon, peu importe. Là aussi, nous pouvons donc en extraire des informations. Il y a toute cette nomenclature. Nous savons, par exemple, si la pompe à insuline est louée ou achetée. On sait également pendant combien de temps ces moyens sont utilisés. Donc, c'est une foultitude d'informations que ce système rend accessible. Et ce serait dommage de ne pas en profiter pour améliorer les soins et l'approvisionnement en soins. C'est également une tâche qui incombe aux caisses maladies parce que nous finançons ce système en grande partie, surtout aussi avec ces compensations des risques et son amélioration. Les assureurs font partie de ces prestataires de soins, si vous voulez. Nous devons donc également assurer une bonne couverture de soins. Et vous pouvez également démontrer quelles sont les comorbidités des patients souffrant de diabète. Et donc, la part du lion, ce sont par exemple des maladies du système cardiovasculaire, mais en deuxième ou quatrième position, il y a déjà les douleurs. Et donc, en analysant toutes ces données, on peut compléter le tableau clinique. Et le diabète, c'est une maladie endémique avec tendance à la hausse. De plus en plus de personnes en seront concernées.
Bon, en Suisse, le taux de diabétique est de 5,7%. Aux États-Unis, 10%, voire 11%. Peut-être qu'il y a moins de McDonald's chez nous qu'aux États-Unis. Et donc, le diabète cause des frais très, très élevés. Et là, la question se pose de savoir si les patients reçoivent les bons soins ou est-ce qu'on peut améliorer ces soins. C'est la question que nous nous sommes posée. Parce que le diabète est devenu une morbidité endémique. Oui. Nous faisons donc partie de ce réseau de soins. On a parlé de la qualité des soins. Et l'article 58 de la nouvelle loi porte sur la qualité. Et nous participons donc à cette assurance qualité. Et ces données nous permettent d'évaluer la qualité des soins et nous pouvons rendre visible cette qualité. Parce qu'avant, lorsqu'on a discuté avec quelqu'un, cette personne disait « Oui, moi je trouve que c'est comme ci ou c'est comme ça ». Et moi, je me suis dit, moi, je veux savoir si c'est vraiment comme ça. Les hypothèses ne m'intéressaient pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Et si je fais ce genre d'exercice pour démontrer, par exemple, quelles sont les lacunes en matière de soins, il faut également réfléchir aux conséquences ou aux enseignements que nous pouvons en tirer ou comment aider à améliorer les prestations. C'était l'idée que nous avons eue en définissant donc ces indicateurs. Et un assureur, il doit tout faire, mais pas seul. Et donc, il y a aussi une histoire de crédibilité. Et pour être crédible, nous nous sommes donc adressés à d'autres. Et pour obtenir donc leur soutien, nous nous sommes adressés à l'Uni de Zurich, à une entreprise d'information destinée aux patients, à des organisations de défense des patients. Nous nous sommes réunis régulièrement, nous avons discuté de propositions, nous avons identifié des indicateurs pour pouvoir donc mieux représenter tous les éléments liés au diabète. Et il faut également que tout cela se soit pilotable. Voilà. Et puis nous avons donc créé ce tableau. Donc nous nous basons toujours sur les directives de sociétés spécialisées suisses et internationales parce que ce sont ces sociétés spécialisées qui sont le mieux à même de savoir comment traiter le diabète. Nous sommes donc partis de là. Et nous avons donc élaboré ces 4 indicateurs. Donc, il faut mesurer le taux de glucides dans le sang 2 fois par an. Ensuite, vérifier le PIF, une fois le statut néphropathique et consulter également l'ophtalmologue 1 fois par an. Parce que le diabète attaque également les yeux. Et donc, avec ces sociétés spécialisées, nous avons donc identifié également quel est le minimum absolu. Parce que la mesure du taux de glucides trimestriellement, c'est vraiment le minimum absolu qui peut encore être justifié. Et puis, nous avons testé ces 4 niveaux d'indicateurs avec nos données et nous avons constaté que 30% de nos assurés n'ont pas pu bénéficier de ce genre d'examen, bien qu'ils souffrent de diabète. Niveau 4, 5% des personnes répondaient donc à ces 4 niveaux. Parce que nous nous sommes demandé, mais pourquoi est-ce qu'on paye tout cela si 30% des patients ne bénéficient pas d'un traitement adéquat qui ne correspond pas aux lignes directrices des sociétés spécialisées? Et nous nous sommes adressés au grand public et nous avons publié un article dans le Tagesanzeiger pour démontrer quelles sont les limites de la liberté de traitement. C'est bien la liberté de traitement pour les médecins. C'est bien qu'ils bénéficient de cette liberté. Mais cette liberté, elle ne doit pas être arbitraire.
Et nous avons pris une position assez, disons, agressive dans cet article pour sensibiliser un peu les gens. Et le président de la FMH a rédigé une réplique qui a également été publiée dans d'autres journaux. Et puis, ça crée des remous au sein des médecins de famille, mais cela a déclenché quelque chose chez eux, parce qu'ils se sont dit, bon, maintenant, il y a Elsana qui est maintenant capable d'analyser nos données, et donc nous n'avons pas d'outils, nous n'avons pas de données, donc nous ne sommes pas transparents du tout. Conséquence, les médecins se sont bousculés aux portes de l'université de Zurich pour demander des données et les médecins de famille voulaient donc participer à ce projet parce qu'ils voulaient savoir ce qu'ils faisaient. Donc parfois, il faut provoquer pour déclencher quelque chose de bénéfique. Voilà. Ensuite, nous avons donc voulu appliquer nos indicateurs dans un contexte sensibilisé parce qu'on voulait que ces indicateurs soient intégrés dans le processus de soins, conformément aux directives. Et puis, c'est la liberté que nous donne le système de santé suisse, avec surtout ces modèles de santé alternatifs. Donc, ces modèles nous donnent cette liberté. Dans le stationnaire, c'est un peu plus difficile, mais puisque nous avons des contrats avec ces cabinets médicaux, nous avons essayé donc, de conclure des contrats pour pouvoir mettre en œuvre notre système. Donc nous faisons maintenant du benchmarking, ça c'est crucial, et ceux qui sont supérieurs au benchmark, on leur donne un petit sucre, on rémunère leur bonne performance pour les inciter à continuer. Nous leur proposons donc un petit sucre. Et lorsqu'on fait du pay for performance, il faut être très, très attentif parce que le NHS en Grande-Bretagne a introduit 200 indicateurs qualitatifs. Et donc les médecins, ils n'ont fait attention qu'à ces indicateurs et ils ont fait abstraction du reste. Et nous, on voulait éviter cela. On voulait leur proposer une petite incitation, mais sans exagérer pour autant. Et voilà, voici la transparence par réseau. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui saute aux yeux? Il existe des différences entre les réseaux de médecins de famille en ce qui concerne le traitement du diabète. C'est bien, c'est un beau résultat. Donc, dans les réseaux, le traitement du diabète est légèrement meilleur que dans le traitement de base. Donc nous avons donc un taux de 26% pour les réseaux et de 23% pour le traitement conforme de la prise en charge de base. Donc les réseaux sont meilleurs. Et donc on peut identifier des différences en analysant ces données. Et donc, si on prend toute une période de temps, on voit que la qualité, elle s'améliore en fil des ans. Mais les taux augmentent. La question est maintenant de savoir si ce sont nos efforts que nous avons déployés, donc en procédant à ces benchmarks, en développant ces indices, en mettant en place un pay performance. Est-ce que c'est grâce à nous que ces chiffres se sont améliorés ou est-ce que c'est pour une autre raison? Et nous avons donc fait une étude à ce sujet parce qu'on veut également savoir pourquoi les résultats s'améliorent. Est-ce que c'est vraiment grâce aux mesures que nous avons mises en place? Et donc, la probabilité d'aller voir l'ophtalmologue a augmenté de 50% par rapport à la période avant l'introduction du pay performance. Et les lignes directrices ont donc été respectées
plus souvent, donc, le respect de ces lignes directrices s'est amélioré de 25%. Et ce qui me tient à cœur de vous montrer également, c'est que nous avons développé des indicateurs supplémentaires. Il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome, au Colisée, mais ça c'est donc une voie que nous avons choisie et que nous pouvons déterminer nous-mêmes. Bon, au début, ça a pris du temps. Certains ont dit non, non, ça ne va pas du tout. Et il nous a vraiment fallu convaincre les médecins, les réseaux, mais maintenant, nous sommes là et nos efforts se sont avérés concluants. Merci, monsieur. Monsieur Jungi, c'est ce qu'il vous manquait encore, c'est que les assureurs vous disent comment faire votre métier. C'est un réflexe que l'on peut avoir, qu'on a peut-être eu, que vous avez aussi évoqué. Vous avez vraiment réveillé un peu le corps médical. Et le message, nous l'avons bien compris. Et je pense que votre initiative a également déployé un certain effet. Et c'est peut-être aussi grâce à cela que de nombreux médecins font maintenant partie d'un réseau de soins intégrés et ont conclu un contrat avec les caisses maladies. Donc, surtout des médecins de famille, mais pas que. Donc, c'est tout à fait justifié ce qu'il fait. Bon, je dirais, ouais, c'est toujours un défi. Bon, maintenant, nous acceptons cette approche. Il faut toujours se demander, mais de quoi s'agit-il? Il y a eu 2-3 exemples qui n'ont pas été acceptés, qu'il n'a pas mentionné, mais ça, c'est un exemple qui a fait ses preuves. Où l'on peut dire, là, nous avons des faits, des données fournies aussi par les sociétés spécialisées, des données que nous avons analysées et on s'est donc basé sur les faits, les preuves. Et donc, tout cela se reflète donc dans l'adhésion aux lignes directrices. Donc ça, c'est la prévalence d'Elzana, mais on peut aussi avoir d'autres prévalences calculées par quelqu'un d'autre, mais on ne peut peut-être pas reconnaître si quelqu'un ne prend pas un médicament, mais qu'il suit un autre traitement non médicamenteux. Et donc, ces patients ne sont pas saisis comme étant des diabétiques. Donc là, il y a aussi une certaine imprécision dans vos statistiques. Mais je pense que le message, le grand message, il est clair. Donc, abstraction faite donc de cette imprécision parce que vous ne pouvez pas saisir tous les patients. Oui, oui, nous voyons seulement les décomptes, les factures. Et ce qui est bien dans le système suisse, c'est que chaque acte figure ensuite sur une facture. Et nous partons du principe, donc si on fait abstraction de ces 11%, nous partons du principe que les factures sont correctes. Et le benchmarking, nous le faisons au niveau des réseaux, pas au niveau des médecins, ce qui a fait que notre approche était largement acceptée. Ce serait problématique que d'analyser le traitement dispensé par chaque médecin. Parce que là, on risque d'avoir des distorsions en ce qui concerne les collectifs de diabétiques. Si on analyse cela au niveau de chaque médecin individuellement. Voilà pourquoi nous le faisons au niveau du réseau. Et ensuite, les réseaux, puisqu'ils sont ensuite comparés les uns aux autres, ils discutent entre eux. Et donc, je pense que si un réseau constate qu'il est le moins bon, alors je pense que ça déclenche quelque chose chez eux. Donc vous avez une équipe dédiée qui s'occupe donc de ces analyses.
qui comprend également des chercheurs en matière de santé. Donc, je m'adresse maintenant aux professeurs. Est-ce qu'il existe un consensus sur la manière d'analyser ces thèmes? Est-ce qu'il existe déjà des mathématiques standardisées, des approches standardisées, ou est-ce que ça n'existe pas encore? Bon, je ne suis pas un spécialiste en matière de sciences de la santé. Non. Donc, ces analyses et ces études réalisées et qui me convainquent se basent donc sur des lignes directrices, sur des procédures reconnues. Certes, nous savons que ces bases de données ont leurs limites. Vous ne connaissez pas le style de vie, le poids des patients. Vous ne savez pas quelle est la gravité de la maladie. Ben, nous aussi, nous procédons à de nombreuses analyses que nous réalisons pour les caisses maladies. Et donc, je trouve que votre étude, elle répond vraiment à beaucoup de questions. En Allemagne, une discussion est en cours qui porte sur la question de savoir quand est-ce qu'une caisse maladie peut intervenir. Vous avez dit que vous ne le faisiez pas, mais donc en Allemagne, si vous constatez que, par exemple, 2 médicaments sont incompatibles ou pas efficaces du tout, une caisse maladie n'a pas le droit d'appeler les médecins. Et il existe également des arrêts des tribunaux qui interdisent aux médecins donc d'intervenir. Et donc vous, je pense pour des raisons politiques, vous n'intervenez pas non plus. Mais je peux m'imaginer qu'il existe également des situations où les caisses pourraient peut-être intervenir s'ils voient que les médicaments ne sont pas efficaces ou même contre-productifs. Moi, je pense que c'est assez courageux de sa part que de dire, bon, maintenant, nous faisons de la recherche en matière de diabète. Bon, moi, je peux que me prononcer pour l'Allemagne. Nous avons un institut à Berlin qui ne fait que ça, qui ne fait que publier des analyses, des études, des rapports. Et les grandes caisses maladies ont également des services dédiés. Nous faisons ces analyses pour la 4e caisse maladie du pays. Et donc, toutes ces études sont réalisées de façon anonymisée. Et puis, ouais, on déclenche également une certaine compétition entre les différents acteurs. Et je trouve c'est une évolution que je trouve tout à fait bénéfique. Et donc, cette numérisation, elle touche l'ensemble de la société. Et toutes ces données, est-ce qu'elles correspondent vraiment à la vérité? Wired a publié toute une histoire. Who needs causality if you have correlation? Donc, l'espoir que l'on peut décrypter tout si on a suffisamment de données et si on calcule ces corrélations. Il est étonnant de constater de quoi est capable l'intelligence artificielle. Mais les scientifiques, que sont-ils capables de réaliser? Est-ce que les algorithmes découvrent vraiment ce qui reste caché aux yeux d'un médecin? Oui, mais cela ne correspond peut-être pas forcément à la vérité. Moi, je suis le managing editor du Journal for House Economics et moi, je refuse chaque semaine plusieurs articles parce que justement, mais ils ne présentent pas un taux de corrélation suffisant. Et certes, certaines analyses nous donnent peut-être une idée de ce qui existe, de ce qu'on pourrait faire, et cela doit ensuite être approfondi par des études scientifiques. Et donc là, des fois, si on manque de moyens, il faut définir des priorités. Et donc, vous avez également mentionné que vous ne souhaiteriez pas le faire seul ou que vous ne l'avez pas fait seul. Est-ce que c'est par conviction que vous n'agissez pas seul ou
Est-ce que parce qu'il faut le faire et que vous préféreriez aller de l'avant seul? Non, non, c'est une histoire de crédibilité. Bon, nous, on n'avait pas les mêmes a priori que les caisses allemandes lorsque nous avons commencé en 2011 avec nos recherches. Et nous nous sommes dit, bon, si on veut faire de la recherche, il faut d'abord commencer seul et ensuite chercher des partenaires. Et puis, les universités s'intéressaient aussi à participer, les hôpitaux aussi. Est-ce que vous trouvez que c'est bien, cette collaboration? Ben oui, bien entendu, nous ne pouvons pas faire tout seul dans notre bulle. Ce serait absurde. Et c'est comme ça que nous avons eu accès à la communauté des scientifiques, nous avons eu accès à des programmes européens et de telles choses sont super sensibles, notamment lorsqu'on parle de diabète. Certes, nous pourrions embaucher un spécialiste, un diabétologue, mais je trouve qu'il est important de se trouver des alliés, de faire ça ensemble. Et puis, nous procédons également régulièrement à des contrôles par des tiers. Et tous les travaux de fond, nous les publions, aussi dans un souci de transparence. Monsieur Besson, donc il n'y a pas suffisamment d'alliances en général, mais je pense qu'il existe assez d'alliances dans le domaine de la recherche. Ah, par exemple, je ne connaissais pas votre alliance, mais c'est certainement quelque chose de très intéressant. Mais, si j'ai bien compris, si c'est sur la base de vos analyses qu'on peut tirer des conclusions sur le traitement ou l'efficacité du traitement, ça me paraît un peu délicat, parce que vous vous basez sur les factures. Et je doute qu'on peut déduire d'une facture tout ce qui a été fait. Non, non, ce n'est pas juste. Nous voulons améliorer les processus, améliorer les traitements. Mais est-ce que ça nous permet tout simplement de voir quelles sont les grandes erreurs commises, ou est-ce qu'on peut vraiment aller en profondeur? Est-ce que c'est ça? On veut donc identifier les grandes lacunes ou les grandes erreurs. Donc, les différentes sociétés spécialisées publient des lignes directrices, et puis nous avons, pour ainsi dire, extrait les 4 indicateurs clés. Et si quelqu'un vient maintenant, quelqu'un qui a des patients diabétiques et qui ne respecte pas ces 4 indicateurs clés, alors c'est pas bien. Donc vous êtes une sorte de Securitas qui me fait le tour le soir pour voir si toutes les portes sont fermées. Est-ce que c'est bien? Moi, je pense qu'il faut savoir quelles sont les limites. Et les limites, elles existent. On parle de démographie, de patients qui souffrent de maladies chroniques complexes. Mais il existe plusieurs directives, par exemple en matière de diabète. Et donc, si un médecin veut traiter ses patients conformément à ces 7 lignes directrices, il devrait prescrire une vingtaine de médicaments, ce qui n'est pas vraiment judicieux. Donc, c'est une histoire théorique. Vous vous basez sur des factures. C'est bien, mais les 5 dernières années de vie d'un diabétique, on ne sait pas quelles sont ces 5 dernières années, et que ce patient a d'autres maladies, il suffit de mesurer le taux de glucides 1 fois par an et pas 2, 4, 5 fois par an, parce que le patient, il a d'autres soucis. Et le but, c'est pas de régler le diabète chez ce patient lorsqu'il a des soucis beaucoup plus importants. Donc, dans une telle situation, il ne s'agit pas d'administrer une médecine parfaite, mais adéquate pour éviter les complications chez ce patient. Donc, il faut se baser sur la taille des collectifs. Donc, c'est une approche technique. Et pour nous,
Donc, vous avez choisi les bons partenaires, les bonnes lignes directrices, et voilà pourquoi nous avons accepté votre approche. C'est un très bon exemple qui représente peut-être une partie du tableau, mais on ne peut pas généraliser votre analyse. Et les patients, ils ne le souhaitent pas. Et les patients ne veulent pas avoir un traitement parfait, mais adéquat. Oui, il faut surtout éviter les malentendus pour savoir si on vise un traitement parfait ou individualisé. Et puis, il faut également se demander quel est l'échantillon qu'on prend. Est-ce que ce sont des patients multimorbides ou polymorbides ou que sais-je? Mais dans la plupart des cas, il est souvent difficile d'expliquer. Et je sais également que la qualité du traitement n'est pas la même dans les différents hôpitaux. OK. Maintenant, j'aimerais donner l'occasion au public de poser des questions ou formuler des remarques. Ja. Vielleicht kommt ja hier runter zu uns. Warum wurden Sie nicht eingeladen? Pourquoi est-ce qu'on ne vous a pas invité à participer à la table ronde? Non, puisque personne n'a demandé la parole, je me suis dit, bon, pourquoi pas moi? Donc, Wolf Struwer l'a dit. On a une réglementation plutôt basique qui rend possible donc ces modèles de médecine alternative. L'assurance peut proposer aux patients de restreindre le nombre de prestataires. Mais on pourrait également dire que l'assurance pourrait proposer aux patients un bon traitement. Une fois que la caisse maladie a analysé les factures, ce serait une autre approche, parce que maintenant, c'est le médecin de famille qui détermine tout, mais on pourra peut-être donner la possibilité aux patients d'être le copilote, dans un sens de responsabilisation des patients. Ce serait peut-être une idée. Merci pour votre proposition. Qu'en pensez-vous de cette idée? Votre réaction? Souhaitez-vous réagir à vif? Ce serait vraiment un exercice d'équilibre. On devrait vraiment se demander, mais quelles sont les règles de jeu? À partir de quand une caisse maladie aurait le droit d'intervenir? Si on voit que l'un des spécialistes a prescrit ceci, l'autre cela, et puis les médicaments sont incompatibles, c'est la caisse maladie, c'est la seule qui le voit. Et donc, c'est à ce moment-là qu'une caisse maladie pourrait intervenir. Et puis, je pense que les médecins pourraient également accepter cela. Mais si une caisse pense que on pourrait améliorer le traitement et qu'elle s'immisce à ce moment-là, ça risque de déclencher une guerre entre les différents acteurs. Ou est-ce que je me trompe? Je pense que les patients ne comprennent pas pourquoi la caisse s'adresse à eux. Ils se demandent mais pourquoi est-ce que la caisse maladie a toutes ces informations? On devrait peut-être mieux expliquer cela aux patients, parce que ce sont vraiment des données sacrées. Et si tout d'un coup, la caisse maladie s'adresse à moi en disant donc il y a des interférences entre le médicament A ou le médicament B, adressez-vous à votre médecin, ce sera un peu délicat. Il y a déjà la difficulté que l'on a le droit de s'adresser aux plus de 65 ans pour leur rappeler que maintenant, ils devraient peut-être se faire vacciner contre la grippe. Donc, c'est un peu difficile de déterminer l'attitude de vol. Donc, je constate que, oui, là, il s'agit... Donc, c'est une question de vie ou de mort, une question de confiance, de confidentialité. Et s'il n'y a pas de clarté,
Et puis moi, en tant que patient, je ne sais peut-être pas, est-ce qu'il veut s'enrichir à mon dépens? Donc là, il s'agit vraiment d'établir une relation de confiance à tous les niveaux si on veut avancer. C'est une conclusion très rudimentaire que j'ose tirer. Et j'aimerais maintenant conclure cette table ronde, où je dois la conclure, parce que notre matinée touche bientôt à sa fin. Et donc, vos conclusions que vous tirez maintenant de cette discussion et des retours de la salle, et compte tenu également de ce que vous venez d'apprendre ce matin, monsieur le professeur. Donc, l'aspect de la surveillance, de la réglementation, c'est très intéressant pour moi. Donc, et le fait donc que parfois une réglementation plus stricte est nécessaire pour faire avancer les choses. Je pense que, hélas, c'est l'erreur qu'on fait en Allemagne, donc il ne faut pas intervenir trop tôt. Mais si on constate après 10-20 ans que dans certains domaines on n'avance pas, on devrait probablement renforcer la réglementation. Et si certaines personnes refusent cela, il faut également l'accepter. Oui, et puis Bertolt Brecht a dit une fois, bon, ce n'était pas l'idée de lui. Si le gouvernement n'est pas content du peuple, pourquoi est-ce qu'il ne s'élit pas lui-même? Mais bon, nous, on ne change pas de gouvernement. On fait tout simplement parce que le gouvernement nous demande de faire. Merci de votre participation. Docteur Jungi, vos conclusions. Donc, il y a ces facteurs d'inhibition que nous connaissons, et je pense que dans son domaine de spécialité et grâce à la transparence aux données, on peut améliorer le traitement. Et c'est vraiment un très bon exemple. Si on analyse ces lignes directrices, si on procède à ces benchmarks, on peut faire avancer les choses. Ce sont vraiment des idées très novatrices que de prendre la facture, analyser la facture pour en tirer des conclusions. Et certes, le contexte dans lequel vous évoluez n'est pas le plus simple. Et donc, pour moi, c'était vraiment un très beau message. Ben, merci de nous avoir apporté également le point de vue de la pratique. Pascal Besson, quelle est donc votre revendication, si vous voulez? Bon, il existe encore beaucoup de travail à faire. Et je l'ai dit dans mon exposé, nous attendons à ce que tous les acteurs soient transparents, pas seulement les fournisseurs de soins. Ce serait peut-être également un thème que l'on pourrait traiter lors d'un congrès HSK. Oui, par exemple, comment calculer un certain nombre de choses. Ce serait peut-être quelque chose qu'on pourrait faire. Ou bien un exemple, donc l'exemple que vous avez présenté, je ne le connaissais pas. C'est intéressant. Ce sont des indicateurs, ça reste des indicateurs. Il ne faut pas les évaluer, mais on peut constater quand même un certain nombre de choses. Et ces constats nous permettent ensuite de tirer des conclusions qui nous permettent d'avancer. Donc, vous ne dites pas que nous sommes surpris, mais vous admettez qu'il reste quand même quelques questions qui sont restées en suspens. Et en tant que journaliste, nous saluons toujours les personnes qui osent également poser des questions critiques. Et last but not least, Monsieur Strouvey, votre conclusion du jour? Le thème, c'est la transparence. Et si on exige la transparence,
et qu'on a la possibilité d'apporter plus de transparence, on devrait le faire. Et ça ne sert à rien de demander la transparence sans rien faire soi-même. Et si on s'efforce d'apporter plus de transparence, on devient plus crédible. Et en demandant plus de réglementation, vous avez tort et raison, parce que à l'heure actuelle, le système des soins, en effet, est en train d'augmenter le taux de réglementation. Voilà pourquoi moi, je suis vraiment très, très réticent à cet égard. Bon, le dossier électronique du patient, ça ne me concerne pas directement, mais j'ai plutôt tendance à dire que les conditions cadres sont telles et surtout favorables à ce point que les différents acteurs ont la possibilité d'améliorer le système en collaborant et en intensifiant leur collaboration. Mais vous vous êtes peut-être rendu compte que la politique s'impatiente. Oui, c'est vrai. Elle devient un peu impatiente parce que la politique se rend également compte que si on veut réduire les coûts, il faut donner un certain nombre d'assurances aux patients et à la population. Et dans une telle situation, les acteurs préfèrent peut-être faire des lois, ce qui leur permet de dire à l'Office fédéral de la santé publique, tu vois, moi j'ai fait quelque chose et il vaut mieux avoir une mauvaise loi que de ne pas avoir de loi du tout. L'Allemagne a fait beaucoup de réformes en matière de santé, alors que la Suisse, au dernier siècle, elle en a fait une. C'était en 1918. Donc en Suisse, c'est donc une réforme par siècle. OK, conclusion très intéressante. Merci. Madame, messieurs. Madame Kreutzer, est-ce que vous souhaitez également vous exprimer ou est-ce que vous vous préparez déjà à votre entretien? Si, j'avais peut-être le droit de répondre à ceci. Certaines difficultés auxquelles nous faisons face sont dues peut-être au système, mais je pense que le noyau, c'est la confiance. Nous devons tout faire pour améliorer la confiance, parce que j'ai entendu que, oui, certains sont peut-être un peu méfiants, mais nous devrions tout faire pour ne pas laisser le soin aux législateurs de tout régler. Et je vous invite maintenant à applaudir très fort